Chers amis du Cercle Aristote, bonjour. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un que vous aviez beaucoup apprécié lors de son premier passage. Il s'agit du général Henri Roure. Général, bonjour. Bonjour, bonjour à vous et à vos auditeurs. Vous nous revenez, vous étiez venu sur, la vidéo avait bien marché, elle s'appelait «La France malade de l'Amérique» et vous nous revenez avec cet ouvrage aux éditions Sigest, «Dieu toujours heureux en France?» point d'interrogation, sous-titré «De l'impérieuse obligation de se libérer du totalitarisme européen pour retrouver le privilège d'être français». Alors, c'est pas la lecture la plus joyeuse de l'année, mais si vous voulez, c'est principalement Heu, c'est une lecture du servage européen à partir de l'effacement progressif de la France dans le monde et ce que c'est, il est beaucoup question de politique étrangère. Alors, heu, déjà, alors certaines personnes vous connaissent par vos écrits, d'autres vous connaissent parce que vous étiez aux dernières européennes sur la liste de François Asselineau. Donc, le les gens chanceux ont la chance de recevoir de temps en temps quelques lettres d'information écrites de votre main. J'en fais partie, donc j'en suis très heureux. Heu, vous quel est votre positionnement global avant de parler de l'ouvrage? Alors, vous voulez dire au plan politique. Alors, je suis, j'ai été contacté, pour revenir un peu en arrière, par François Asselineau qui, m'a connu, comme vous venez de le dire, par différents biais et qui m'avait invité à participer à une de ses émissions sur, sa chaîne. On s'est entendu sur un certain nombre de sujets, je vais dire sur la plupart des sujets qui concernaient évidemment, puisque les élections portaient sur l'Union européenne, évidemment sur l'Europe. Donc, nous avons le même argumentaire, nous avons les mêmes options et il m'a proposé d'être, en numéro 3 sur sa liste, ce que j'ai accepté. Ça ne veut pas dire pour autant que j'appartienne à son parti. Je suis, comment dire? C'est mon tempérament, je suis, quelqu'un d'indépendant. Non pas que je récuse, les amitiés, bien au contraire, j'ai beaucoup d'amis, des cercles de réflexion auxquels j'appartiens, mais je ne veux pas m'inscrire dans un système qui biaiserait mes propres idées, d'une manière ou d'une autre, incidemment, ou qui ne permettrait pas de m'exprimer totalement. Donc, vous avez en face de vous quelqu'un qui est libre de toute appartenance, même s'il m'est arrivé d'adhérer à un parti pour des raisons tout à fait amicales, mais je suis en réalité quelqu'un d'indépendant. Voilà. Voilà ma position. Maintenant, si vous voulez savoir, mon cher ami, ce que je pense de la situation actuelle, Mmh. je crois que nous sommes et là, j'enfonce un peu des portes ouvertes, hein, je suis désolé, mais nous sommes à un carrefour. Nous sommes dans une situation telle que, ou bien nous nous faisons définitivement absorber en tant que pays, en tant qu'État, en tant que nation, ou bien nous engageons une renaissance du pays. Alors une renaissance du pays, ça ne veut pas simplement dire, se libérer on en parlera probablement, du carcan européen. Ça veut dire retrouver la France telle que, nos parents, nos grands-parents l'ont connue. C'est-à-dire un pays, libre de ses choix, un pays libéré, un pays qui a aussi une vocation dans le monde. Je crois que, je l'ai dit et je l'ai écrit, le monde ne serait pas ce qu'il est s'il n'y avait pas quelque part un pays comme le nôtre qui, avec son histoire, avec sa culture, avec sa langue, avec ce qui est, il faut le dire, une civilisation n'existait plus. Donc, c'est tout ça qu'il faut restaurer. L'influence de la France dans le monde à partir d'une reprise évidemment de son indépendance. Parce que quand on parle d'indépendance, ça veut dire que le contraire, c'est la dépendance. Or, aujourd'hui, nous sommes dépendants d'un système qui agit outrageusement,
alors que c'est une simple organisation internationale, mais qui nous impose aussi parce que nos hommes politiques, ceux qui sont au pouvoir actuellement, l'acceptent. Hein, et parce que ceux qui les ont précédés l'ont accepté, qui nous imposent des directives qui sont très souvent contraires à nos intérêts et à notre éthique et également à ce que j'appelais juste il y a quelques instants notre civilisation. Je crois que la France participe à construire, à contribuer à construire la civilisation occidentale. Elle est héritière de Rome, elle est héritière aussi de la Grèce antique avec quelques autres pays, mais elle s'en est éloignée du fait de certaines dérives qui nous viennent de cette organisation internationale qui s'appelle l'Union européenne. Voilà pour très schématiquement résumer ma position. Ce qui est justement l'un des grands intérêts de votre ouvrage, c'est de voir à quel point, si vous voulez, le la France se pensait et était, parce que généralement quand on arrive à se penser comme tel, on le devient, un acteur global, et que la France et que les élites françaises ont voulu la rapetisser. C'est le c'est le terrible, la terrible chronologie qui émaille la moitié de votre livre. C'est-à-dire, c'est Absolument. d'Estaing, c'est Mitterrand, c'est la grande glaciation chiracienne, et ensuite, la pente, Sarkozy, Hollande et le fils monstrueux des 2 ou le petit-fils de Giscard, ça dépend comment on l'analyse, qui est l'actuel. Alors vous avez raison de faire allusion à cette chronologie. Depuis Pompidou, il y a eu, même il y a je fais une différence entre les 3 premiers présidents qui ont succédé à Pompidou, donc Giscard, Mitterrand et Chirac, et les 3 autres, hein, donc qui eux ont en commun Bilderberg, les Young Leaders et la French American Foundation, qui ont donc été formatés pour servir les intérêts du pseudo-Occident, c'est-à-dire cet ensemble américano-européen que les conservateurs américains pilotaient de main de maître. Alors, il y a eu toutes sortes de trahisons. Alors, c'est pas obligatoirement des politiques au plus haut niveau, mais ce sont des gens qui se sont installés dans le confort de position à la périphérie du pouvoir, mais avec une influence énorme. Le premier de ce que j'appelle les traîtres, et faut utiliser ce terme, c'est Monet. Monet qui a servi les États-Unis, qui a servi l'Angleterre, enfin le monde anglo-saxon. Il était un admirateur du monde anglo-saxon. Il a servi dans la banque britannique d'abord, et puis après dans les banques anglo-saxonnes. Et il est allé jusqu'à dire, parce que De Gaulle était sur le point d'arriver au pouvoir, et qu'il savait bien que De Gaulle, ça n'était pas la fusion des pays dans un ensemble dominé par les États-Unis, c'était le patriotisme, c'était l'indépendance nationale à laquelle je faisais allusion précédemment. Et il est allé jusqu'à dire qu'il fallait éliminer De Gaulle. Il l'a écrit au secrétaire d'État de l'époque, donc l'époque de Roosevelt, et c'était scandaleux, c'était inadmissible. Mais c'est passé, pour reprendre l'expression d'aujourd'hui, c'est passé sous les radars. Et il avait comme ami, un autre personnage qui est encensé également, c'est Schuman. Schuman, un autre acteur de l'Europe fédérale telle que certains aujourd'hui poussent à voir se constituer. Et Schuman, c'était lui aussi quelqu'un qui naviguait et qui est à l'origine d'ailleurs de la CECA parce qu'il imaginait déjà la fusion
des économies allemandes et françaises, anticipant une fusion globale de toutes les économies de ce qui allait être l'Europe des six, puis l'Europe des neuf. Et au-delà de ces deux personnages, il y en a eu un certain nombre, hein. Vous avez eu Pleven, vous avez eu Pinet, vous en avez eu bien d'autres. Et ces gens, jusqu'à Delors, hein, Delors qui est quand même celui qui a mis au point une association Mon Europe, Notre Europe, plus exactement. Et ces gens-là ont trahi. Pinet était tellement lié aux États-Unis et à la CIA, donc au renseignement états-unien, lorsqu'il a voulu se présenter à l'élection présidentielle, les services français l'en ont dissuadé parce que ça aurait été un scandale énorme, hein. Il était au courant de tout ce qui concernait la dissuasion nucléaire et il avait probablement confié à ses correspondants un certain nombre de choses qui n'auraient jamais dû sortir du milieu français. Voilà, donc on a eu ces genres de personnages qui ont été très influents. Et il s'inspirait de, d'un, bon, comment dire, d'un acteur politique qui s'appelait Koudenov-Kalergi, qui imaginait une fusion de tous les pays européens, un métissage, un métissage. Lui-même était métis, il était métis autrichien et japonais. Et c'est lui qui est à l'origine de l'hymne à la joie comme hymne européen, entre parenthèses. Et donc, vous voyez bien que c'est cet environnement qui poussait à l'intégration européenne, a évidemment influencé les politiques. Alors, il y a eu, les trois présidents, les trois premiers présidents ont été quand même relativement prudents en ce qui concernait cette intégration. On peut reprocher beaucoup de choses aux uns et aux autres, mais globalement, ils ont maintenu, par exemple, parce qu'il y a une relation étroite entre l'Union européenne et l'OTAN, par exemple, l'Union européenne et les États-Unis. Vous en doutez en filigrane de mon propos. Tous les trois ont maintenu la France en dehors de l'OTAN. À aucun moment, ils n'ont imaginé réintégrer l'OTAN. On pourra faire un petit aparté sur Chirac et sur ce sujet. Mais enfin, ils ne voulaient pas que la France réintègre l'OTAN. Ils ont conservé la dissuasion nucléaire, qui avait été un atout majeur de la politique de souveraineté du général de Gaulle. Alors, je fais une petite parenthèse pour Chirac. Chirac a proposé aux États-Unis de créer un pilier européen de l'OTAN. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y aurait eu un pilier nord-américain avec les États-Unis et le Canada, et un pilier européen dirigé par la France. Vous pensez bien que Il avait repris cette idée-là, et ensuite, après le sommet d'Évian, oui, va tout lâcher. Il va commencer par lâcher la sécurité du Liban sous la houlette du club des anciens ambassadeurs à Washington. On parle le clan Jean-Baptiste Lévite à l'époque. Et c'est lui qui fait le pas que Sarkozy empoignera de bon cœur vers l'OTAN. alors voilà, donc les trois présidents qui, bon an, mal an, ont quand même maintenu une certaine souveraineté tout Mitterrand, c'est quand même lui Maastricht, et puis c'est Schengen, hein. Même si les circonstances pouvaient expliquer euh,
enfin, donner des raisons et une justification à la chose. Mais bon, ces 3 présidents, globalement, n'ont pas fait de pas décisif en direction d'une fusion européenne. En revanche, fusion européenne et otanienne, évidemment. En revanche, à partir de Sarkozy, et vous le disiez dans votre propos liminaire, ça a été l'engagement massif. D'abord, on doit à Sarkozy, cette réintégration dans l'OTAN après 44 ans d'absence. J'en parle aisément parce que pendant cette période-là, des 44 ans, bah, j'étais officier, j'intervenais en Afrique, ou j'étais en Afrique, et quand il y avait des interventions, euh, on les menait nous-mêmes, et si on avait besoin de logistique, de renseignements, on les obtenait très facilement. Donc il n'y avait aucune raison véritable de réintégrer l'OTAN. 44 ans, vous vous rendez compte? Alors, ce penchant états-unien du président Sarkozy, il est dû à beaucoup de choses. Vous savez qu'on le surnommait Sarko l'Américain, hein, Bien sûr. Sarko l'Américain. Et il était, par sa famille, très lié au milieu gouvernemental états-unien. Sa maman s'était remariée avec un homme politique très proche du gouvernement états-unien. Donc et puis il avait une profonde affection pour cette famille, et évidemment une admiration pour les États-Unis. Donc là, ça a été le début le début du déclin. Il a été suivi par Hollande, évidemment, et Hollande totalement soumis aux États-Unis, au point que quand on est arrivé aux prémices de la guerre en Ukraine, et que nous avions vendu des porte-hélicoptères de la classe Mistral à la Russie, que tout était engagé, il a, sous l'influence enfin, sous la pression de Washington, il a renoncé à cette vente avec toute la perte financière que ça a pu représenter, même si on a réussi à placer ces bâtiments en Égypte. Donc voilà. Alors à la euh, à la suite, alors là, ça a été évidemment comment dire, je veux pas être excessif dans mes propos, mais et puis en plus, tout le monde sait ce qui s'est passé avec le président actuel, avec Emmanuel Macron, hein. Ça a été un on sait parler lorsqu'il y a eu les campagnes électorales, la première campagne électorale, vous vous souvenez des Macron Leaks, hein, et par ce biais-là, on a su la véritable orientation d'Emmanuel Macron. C'était un mondialiste. C'est un mondialiste. Et c'est également un européiste convaincu. Il est partisan de la disparition. Alors, il donne le change, évidemment, hein, en tant que président de la République. Il ne peut pas faire autrement. Il ne pourrait pas, d'ailleurs, hein. Mais au fond de lui, on sait que sa pensée est une Europe fédérale. Alors, là, je crois que avec lui, la dimension présidentielle, qui était extrêmement, comment dire, à l'époque du général de Gaulle, quelque chose euh, de solide, c'était respectable. Je crois que cette dimension, elle a largement été entamée. On peut énumérer quelques affaires, hein. L'affaire Benalla, le lien avec McKinsey qui a participé à la première élection de M. Macron, et évidemment à titre bénévole. Mais après, évidemment, McKinsey a bénéficié de toutes sortes d'enquêtes, d'études dans l'administration française, alors que l'administration française, on le sait, est une des plus performantes au monde. Elle est peut-être pléthorique, on peut la critiquer, mais elle est honnête, et elle sait ce qu'elle fait, et elle a et elle est organisée. Si elle doit
se réformer. Et elle a ses propres services Et- de planification et d'études qui, pour les lire à intervalles réguliers, n'ont absolument pas besoin de sous-élèves d'école de commerce. Bah, je ne vous le fais pas dire. L'administration française est quelque chose de remarquable dans le monde entier. J'ai beaucoup voyagé. Dans le monde entier, on nous l'envie. Alors bon, c'est vrai qu'on a, on a beaucoup de fonctionnaires, mais la contrepartie, c'est que ça fonctionne bien et c'est honnête. Donc l'affaire McKinsey, c'est proprement scandaleux, comme Uber. Hein. Pareil, c'est à peu près la même chose. Et puis il y a un certain nombre d'aspects qui m'ont profondément, en tant que citoyen français, bien sûr, mais en tant qu'officier des troupes de marine, donc de l'ancienne coloniale, euh, profondément ulcéré. Et puis en plus, mon père était lui-même officier, donc j'ai servi enfin j'ai servi, oui, moi, mais ma famille a servi en Afrique, en Asie, un peu partout dans le monde. Donc je sais ce que la France a apporté à ces pays. Alors quand j'ai entendu dire par le président Macron que la colonisation était un crime contre l'humanité, écoutez, j'ai été sidéré parce que c'est vraiment une contre-vérité. C'est tout le contraire. La France a apporté son âme. Elle a laissé parfois ses enfants dans ces colonies. Et puis elle a amené sa culture, le développement. Je vous rappelle que sous la Troisième République, à la fin du 19e siècle, et au début du XXe siècle, la colonisation ne posait absolument pas problème. Et tous les hommes politiques de droite et de gauche, hein, Clémenceau, Zola, Gambetta auparavant, etc., Victor Hugo, donc les grands penseurs et les hommes politiques, étaient tous favorables à la colonisation. C'était apporté. Alors aujourd'hui, on ne pourrait pas dire ça, bien sûr, mais c'était à l'époque la vocation de la France d'apporter la civilisation dans des pays ou des peuples, plus exactement, qui ne la connaissaient pas. Donc c'est avec cette mission que la France s'était fixée, qu'elle a remplie, d'apporter quelque chose à ces régions qu'elle a colonisées. C'est avec cette mission qu'elle est allée dans le monde entier. Et puis, quand c'est pour ça que c'est proprement honteux d'avoir dit ça. Mais quand vous parlez avec, je, je parle souvent évidemment et pour cause avec les Africains, ils sont, mis à part ce que l'on a propulsé à un certain niveau médiatique, hein, bien sûr. Mais quand vous parlez avec les Africains, ils sont, ils sont attachés à la France. Tous sont attachés à la France. Il n'y a pas on ne la récuse pas. Ah, vous me direz, au Mali, au Niger, au Burkina Faso, il y a une sorte de rejet. Oui, mais il faut aller au-delà des apparences. C'est précisément parce que ces populations, ces gouvernants ont eu l'impression que la France les rejetait, qu'ils ont réagi avec la brutalité que l'on connaît, qu'ils ont fait appel finalement ben, à la Russie, que nous... Qui elle-même commence à prendre conscience de la réalité du terrain africain. Tout à fait, tout à fait. Et puis la Russie, elle a accepté tout bonnement parce que la France de M. Macron s'investissait en Ukraine contre elle, contre la Russie. Donc c'était une réponse du berger à la bergère, si je puis dire. Donc précisément sur l'Ukraine, il y a eu cet alignement initial sur d'abord sur l'Union européenne et puis sur les États-Unis. Et il y a un certain nombre de choses qui sont symboliques, mais qui m'ont personnellement, et je pense que je suis pas le seul dans ce cas, qui m'ont allez, choqué. Je cite un exemple. C'est
heu, lorsque la France a pris la présidence tournante de l'Union européenne. Le président a donné des directives pour que l'on mette sous l'Arc de Triomphe la bannière européenne. Vous vous rendez compte? Au-dessus de la tombe du soldat inconnu, à côté, des inscriptions de toutes nos gloires de l'époque impériale. C'est bon, c'était choquant. La dernière fois où une telle offense s'était produite, c'était sous l'occupation. C'était sous l'occupation. Sinon, c'est la place du drapeau français et pas d'autres bannières, pas d'autres drapeaux, pas d'autres emblèmes. Donc, voilà. Et puis, bon, cette progression insidieuse vers une dévalorisation de la France, elle est évidemment nécessaire pour l'inclure dans un ensemble où les pays n'auraient plus d'histoire, n'auraient plus de passé et pourraient être modelés dans cet ensemble. Vous savez, je crois commencer mon bouquin par une allusion à, à, à Madame Ursula von der Leyen, bien sûr, mais aussi à, à Madame Sabine Verheyen. C'est elle a fait adopter cette dame qui est à la culture, hein, qui est une commissaire à la culture. Elle a fait adopter une résolution sur la conscience historique éclairée. La conscience historique éclairée, c'est quoi? Ça veut dire que les Européens auraient subi pendant des années et des années, même pendant des siècles, un endoctrinement raciste, interprétant l'histoire, etc., etc. Donc, Madame Verheyen, qui est une idéologue évidemment, a, a, a réussi à faire passer ce message en disant que l'histoire devait être réécrite. Elle devait être réécrite. Et Madame von der Leyen a ajouté: les Européens doivent être vaccinés contre la désinformation. Mais qu'est-ce que la désinformation? Mmh. Qu'est-ce que la désinformation? Où est la désinformation? Est-ce que ce qui est dit dans les médias alternatifs, est-ce que ce qui est dit dans certains partis, de droite ou de gauche d'ailleurs, euh, et qui ne Mais, correspond ah pas. mais, ça va être très simple. C'est-à-dire, moi, pour avoir été 5 ans en poste là-bas, je vous le dis tout de suite, la réécriture historique est un de leurs vieux projets parce que ils ont deux fers au feu là-dessus. D'abord, il faut réécrire l'histoire européenne, l'histoire de la construction européenne, parce que maintenant que les archives américaines sont sorties, moi j'ai dirigé la traduction de l'ouvrage La Grande Dissimulation, qui est l'œuvre de l'ancien chef archiviste du Parlement européen, pas de bol, ces crétins avaient nommé à ce poste un Anglais, et c'est devenu l'un des ouvrages clés de l'euroscepticisme britannique, vu qu'il s'est maqué avec l'un des grands journalistes du Télégraphe pour écrire ça. Et c'est les archives du Parlement européen. C'est le chef archiviste du Parlement européen. Bon, si vous voulez, quand vous voulez éviter les problèmes, vous ne donnez pas les clés de votre cave à un sommelier alcoolique ou vous ne donnez pas les clés de vos archives à un Anglais. Ça peut vous revenir très vite dans la figure. Donc, ils doivent réécrire, parce que maintenant qu'on sait que la plupart des grands pères de l'Europe ont un point commun, c'est qu'à l'exception de Monet, qui est certainement le plus important côté européen, la plupart sont des Nord-Américains. George Ball, Dinah Chesson, les frères Dulles. Oui. Or, il faut. Alors, à un moment, ils avaient le projet d'inclure De Gaulle dedans, mais c'est beaucoup trop compliqué. Donc, ils doivent d'abord réécrire leur propre histoire. Ensuite, il faut qu'ils, si vous voulez, il faut qu'ils présentent la réalité sous le trait suivant. C'était obsessionnel quand j'y étais. Les cultures nationales sont des crimes, l'Europe est l'absolution des crimes. Or,
si vous voulez, moi, je me faisais un peu persifleur en commission en rappelant que l'homme politique français qui eut pendant le plus longtemps comme slogan «Il faut faire l'Europe» au XXe siècle, c'est Pierre Laval. C'est con, hein, mais ça pose quand même quelques problèmes. Or, si vous voulez, ils sont dans ce monde-là. En plus, ça permet à la commission de prendre enfin le pilier enseignement, sur lequel elle lorgne comme la vérole sur le bas clergé. Or, c'est vraiment quelque chose d'obsessionnel et c'est couplé avec une vocation qui chez eux, j'étais aux affaires étrangères, ne fait pas un pli, qui est que l'Union européenne est la gardienne de tout ce qu'elle estimera droits de l'hommiste, minorités partout dans le monde. Là, par exemple, ils sont en train de prendre fait et cause pour les trafiquants de drogue au Salvador, parce qu'ils ont une sorte de responsabilité morale qui n'est rien de plus que les deniers mous de l'ancien ordre colonial. Parce que les coloniaux, on peut en dire ce qu'on veut. Le problème, c'est qu'ils ont combattu la malaria, ils ont combattu de vrais trucs. Là, on est face à l'impérialisme des droits de l'homme, c'est-à-dire des gens qui n'apportent pas grand-chose, qui parlent beaucoup, mais qui ont réussi à foutre le feu dans des zones entières. En Ukraine, il y a 1 million de braves types qui auront plus mal aux dents. Enfin, vous voyez le problème, Gérald. C'est que faut bien voir, et vous avez eu tout à fait raison de faire tout un passage de votre livre là-dessus, c'est que chez eux, c'est une obsession d'annihilation. C'est-à-dire que pour eux, nos cultures sont criminelles par nature, ce qui au passage permet de diluer la responsabilité allemande sur des tas de trucs, mais ça c'est un autre sujet. Ça met tout le monde à niveau, voyez? Et le problème, c'est ils doivent nous remplacer pour notre bien. Faut bien moi j'y ai été dans la secte. Je peux vous assurer, vous avez eu tout à fait raison de souligner ce point-là. C'est un point qu'on peut mésestimer parce que ce sont des textes grotesques. C'est totalement pervers, totalement pervers. Voilà. C'est contre l'intelligence et contre la nature humaine. Mais je pense que Et les ils y croient Français. franchement, hein. Je faisais ce petit aparté pour vous dire, ils y croient sincèrement. Oui, malheureusement, hein, et vous savez, ils sont endoctrinés. Dans le bouquin, je commence par, une réflexion personnelle sur la vérité. Qu'est-ce que la vérité? On peut, avoir, adhéré à une idéologie à ce moment-là. Tout ce qui est dit, tout ce qui est exprimé dans le cadre de cette idéologie, c'est la vérité. Mais il y a des œillères, il y a des limites à droite et des limites à gauche. Et c'est précisément ce qui se passe avec l'Union européenne. Et sinon, et c'est ce que je me suis appliqué à faire, c'est accumuler des faits. Accumuler des faits et les mettre en perspective. Et là, vous approchez davantage de la vérité. Et malheureusement pour le système, c'est que la vérité à laquelle je suis parvenu, c'est celle que je décris. L'Union européenne est un péché contre l'intelligence. C'est un scandale. C'est une honte. Alors, évidemment, on nous a présenté de manière mensongère un certain nombre comment dire, de paramètres qui justifieraient la création de ce système. D'abord, il faut savoir que il y a à peu près 190 pays aux Nations Unies, ce sont c'est en Europe, uniquement en Europe, que 27 se sont réunis pour cette Union européenne, pour laquelle d'ailleurs tous ne sont pas d'accord et qui aujourd'hui, à mon avis, en voie d'éclatement. Mais enfin, ça c'est un autre sujet et je l'aborde, je crois, à la fin de mon propos. Quand je dis qu'on nous a présenté l'Union européenne, enfin nous a présenté, génération après génération, on nous a présenté l'européenne comme une sécurité. Je crois d'abord que Giscard et Mitterrand ont vu dans l'Union européenne une sécurité parce qu'ils avaient fait la guerre tous les deux et c'était un moyen d'éviter un nouveau conflit avec l'Allemagne. Et c'est précisément cette idée de sécurité qui a été développée. Mais quand on voit ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, ce qui s'est passé en ex-Yougoslavie, et également le fait que l'Union européenne
soit associée intimement à l'OTAN et que l'OTAN nous a entraînés jusqu'à présent dans des guerres qui n'ont rien à voir avec l'Union européenne. Ah, je parle du Proche-Orient, l'Irak, la Syrie, la Libye et puis l'Afghanistan, mais aussi avec la volonté de certains d'étendre le domaine de l'OTAN à l'Asie. Hein. Il y a un certain nombre de contrats d'accords qui ont été passés avec le Japon, avec la Corée du Sud, avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Mais ça, c'est quoi ça? C'est la sécurité? La France n'est plus maîtresse de sa sécurité. Hein. Euh, alors, je crois que cet argument de sécuritaire, il est faux. Il ne Déjà. survivra pas à la guerre d'Ukraine. Alors là, tout à fait. J'ai développé cet aspect dans plusieurs papiers. Je crois que je me réjouis de la politique de Trump parce que il s'éloigne de ce conflit et ce conflit va aller maintenant vers sa fin. Les vaincus, ça sera l'OTAN, bien évidemment, mais les États-Unis ne sont pas vaincus puisqu'ils seront dans la négociation, mais l'Union européenne. L'Union européenne. Ah, c'est clair, c'est clair. Et bon, là, on fait un petit aparté, mais que Trump ait proposé, enfin, ait imposé des tarifs douaniers exorbitants, là aussi, c'est quelque chose qui va avoir des conséquences, parce que la Hongrie n'a pas les mêmes intérêts douaniers avec les États-Unis, pas plus que l'Espagne, pas plus que l'Italie, pas plus que la France ou l'Allemagne. Chacun a ses règles propres. Il n'y a pas un intérêt commun au sein de l'Union européenne vis-à-vis de ces aspects. Donc, je suis bien d'accord avec vous, et puis pour d'autres raisons, hein, parce que l'Union européenne apparaît maintenant comme de plus en plus auprès des citoyens comme un véritable carcan. Et quand le président actuel arrive à dire à nos agriculteurs que ça dépend de Bruxelles, la solution arrive. Bah, les agriculteurs se disent où est le pouvoir? Il est plus à Paris. Donc, pour en revenir, l'argument sécuritaire, il est véritablement fallacieux. Il y a eu l'argument monétaire et financier. L'argument monétaire et financier, bon, mais il est en contradiction. C'est une imbécilité de vouloir faire une monnaie unique alors qu'il n'y a pas une économie d'ensemble. Ça, c'est déjà un premier point. Et puis, une monnaie unique, je reviens sur la différence entre les pays, la différence économique. C'est absurde. L'euro, c'était à l'origine, dans un rapport de 1 à 2 de mémoire, le marque allemand. Alors l'euro a servi l'Allemagne, c'est sûr, hein, mais il a desservi la France qui a une monnaie trop chère, Donc une monnaie commune, ça aurait été plus intelligent, un peu comme l'écu, modernisé, adapté. Mais là, la monnaie unique, c'est une absurdité. C'est avoir mis la charrue avant les bœufs, hein, puisqu'il n'y a pas d'économie unique. Donc c'est quelque chose d'absurde. Je rappelle aussi que la France, hors de l'Union européenne, hors de la monnaie unique, a connu les 30 Glorieuses. Les 30 Glorieuses, selon l'expression de Fourastier. C'est à cette époque que la France a caracolé en tête des nations avec ses réalisations, aussi bien en aéronautique, en astronautique, dans l'atome, etc., etc. La France était très riche, à tel point d'ailleurs que les États-Unis, les, 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 les universités états-uniennes avaient parlé de l'envol de la France dans les années 80. Bon, et puis là, on voit bien que le rapprochement avec l'Union européenne a provoqué un sérieux ralentissement. Alors, il y a aussi l'argument de la solidarité. L'argument de la solidarité entre pays voisins, ça peut parler, hein, évidemment, mais cette solidarité, actuellement, est-ce qu'on la voit? La plupart je parle en soldat, hein, évidemment, là, c'est le métier que je connais le mieux. Les,
les Européens ont tous, sauf la Grèce, acheté le F-35. Tous. Ouais, tous, tous. C'est un avion américain. Où est l'industrie d'armement européenne? La France a une industrie d'armement. Et l'Union européenne en veut la peau, d'ailleurs. Et dont l'Union européenne veut la peau. Et ça se comprend, hein, dans la logique européiste. Eh bien, les F-35, et il faut savoir aussi que le F-35, c'est un avion qui ne prête pas à la souveraineté, puisqu'il est le système informatique est contrôlé par une base aux États-Unis et que tous les décollages, toutes les actions menées à partir de cet avion sont autorisées d'une certaine manière par les États-Unis. Donc vous voyez bien, la solidarité elle n'existe pas. Alors on me parle de Galiléo, on me parle... Léo est un échec lamentable. J'allais le dire, Galiléo, c'est une absurdité, hein, c'est pas possible. Le SCAF, ça prend pas, tout et encore, ça ne concerne pas tous les pays européens, c'est pas l'Union européenne, hein. Donc, on voit bien que Ces trucs-là sont des mythes, si vous voulez. Ils vont nous bassiner avec Airbus. Le deuxième fabricant de composants pour Airbus, c'est les États-Unis. Absolument. Donc, Absolument. à un moment, si vous voulez, et le pire, c'est que c'est la médiocrité des Européens qui font, en tout cas, qui explique, pas uniquement en général, mais qui, tout de même, nous sert comme argument de vente à l'étranger. Si des vrais pays, l'Indonésie, c'est un vrai pays, veut nos armes, c'est parce qu'elle veut que ses avions décollent sans autorisation. Mais tout à fait, bien sûr. Et vous parlez de, là, vous faites allusion, par exemple, à la norme ITAR ou ITAR, hein, comme vous voulez. Dès que vous avez un composant états-unien dans une machine, dans un missile ou dans n'importe quoi, vous avez obligatoirement une autorisation à demander aux États-Unis pour l'emploi. L'Allemagne veut avoir le même système pour elle, pour nous. Bien sûr. Mais bon, il y a quelques années, on a voulu vendre à l'Arabie saoudite des missiles. Hein. Et l'Allemagne nous a fait toutes sortes d'histoires parce qu'il y avait à l'intérieur un tout petit système qui était fabriqué en République allemande. Vous voyez? Donc l'Allemagne, de toute façon, c'est le bon élève des États-Unis, hein, l'Allemagne. Hein, il ne faut pas se leurrer. Depuis les années du GEX 80, au moins, oui. Tout à fait. Ouais, il ne faut pas se leurrer. L'Allemagne a l'ambition d'être la première nation en Europe et de dominer un système européen. De toute façon, vous savez, j'anticipe sur une conclusion, mais nous avons intérêt, nous, Français, d'une part, évidemment, à quitter le système européen, mais à trouver une alliance, à retrouver une alliance avec la Russie. Pourquoi? Eh bien, parce que ça permet justement de contrôler les ambitions allemandes et les ambitions anglaises, parce qu'il ne faut pas oublier les Anglais qui sont le pôle avancé des États-Unis, mais qui ont une volonté aussi d'agir sur les États-Unis, par le biais de la City, par le biais des relais bancaires et financiers. Donc, oui, l'Allemagne, c'est véritablement notre adversaire. Ah, bien évidemment, on ne peut pas le dire officiellement, mais Il faut habituer les populations. Si vous voulez, rappelez-vous, général, ce qu'ils ont fait à la Grèce. On aurait, je vous le dis sincèrement, pour l'avoir vu et pour l'avoir lu, les titres de presse allemands sur la Grèce ou sur l'Italie seraient publiés en France et viseraient des nations susceptibles d'être couverts par les lois antiracistes. Les journalistes qui les auraient écrits auraient été condamnés. C'était des écrits coloniaux. Enfin, faut se rendre compte de ce que ça a été, de ce qu'ils ont été capables de faire. Et là, il n'y a pas de nazis à accuser. Moi, je suis allé en Grèce. J'ai vu ce qu'ils ont fait. Si vous voulez, c'est eux qui l'ont fait. Vous voulez, le ministre qui nous a délesté de sa présence, là, le casque à pointe à roulettes, comment il s'appelait Schäuble. Disait: nous avons torturé les Grecs pour que les Français les entendent hurler.
si vous voulez, heu, comme le disent très bien certains officiels russes, quand on est allemand, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire. Parce qu'on a quand même, on a encore du sang séché sur les mains. Or, le problème, c'est que, heu, objectivement, il si vous voulez, je crains qu'à un moment, il faille verbaliser. L'Allemagne verbalise son agressivité. L'avantage, si vous voulez, heu, Merz est dans la verbalisation, si vous voulez. Il y a, un antislavisme tout à fait d'époque quand il ouvre le bec. Donc, je sais que certains Russes se sont illusionnés, à l'image de Medvedev, qui ont pris le fait que les Allemands acceptaient l'échec, particulièrement Gerhard Schröder, qui avait l'avantage d'avoir, comme tous les humains bipèdes, la majorité des humains bipèdes, deux mains, ce qui lui permettait d'encaisser avec la gauche par Halliburton, avec la droite pour Gazprom. Hein, bon, c'est l'avantage d'avoir deux paumes et deux poches. Mais le gros problème, c'est qu'ils sont aujourd'hui plus, comment dire, ça n'a jamais empêché l'agressivité allemande, que ce soit à l'Est ou à l'Ouest. Le fait qu'ils soient corruptibles, ils l'ont toujours été. Ils l'ont été pendant la réforme qui a été une grande affaire financière. Au temps de la dissolution du Saint-Empire romain germanique, tout leur roitelet venait quémander du fric, qui à l'Est, qui à l'Ouest. Euh, mais le fait qu'ils furent corruptibles n'implique pas qu'ils ne soient pas dangereux. Aujourd'hui, j'espère que les Russes ont compris, parce que le premier Maïdan est allemand. Le premier Maïdan est une opération allemande que les Américains reprennent au bond. J'espère que les Russes ont compris que d'avoir parié sur l'Allemagne, ce qui explique la chute de Medvedev, hein, dans la course à la succession, a fait perdre certainement une partie des 100 000 hommes que la Russie a certainement perdus. Or, si vous voulez, je crains sincèrement qu'à un moment, il faille verbaliser le fait que l'Europe risque d'être détruite pour la troisième fois en un peu plus d'un siècle par l'amour immodéré que l'Allemagne porte aux plaines de l'Est, ce que d'ailleurs les historiens allemands appellent les buts de guerre de l'Allemagne impériale. Absolument. Alors, je prolonge votre réflexion. Il y a, les Allemands, je suis germaniste, hein, parlent de la Sehnsucht nach Süden, donc la nostalgie du Sud, parce que ça ne peut être que de la nostalgie, parce que la France est là et s'oppose à l'extension allemande. C'est tout. Ça a été l'objet des 3 guerres et puis d'autres, bon, des guerres antérieures d'ailleurs, à l'époque où l'Allemagne existait sous la forme de Saint-Empire romain germanique. Et il y a le Drang nach Osten, hein, vous le savez très bien. Donc c'est la poussée vers l'Europe de l'Est. Et ça n'a pas changé. L'Europe de l'Est, elle est soit russe, soit allemande. Tout à fait. Bon, les Anglais sont intervenus là-dedans, les Français aussi, mais ça n'est, si vous voulez, c'est ce qui a peut-être empêché le fait que l'un ou l'autre de ces pays l'emporte. Alors, j'ai donné à ce bouquin, là, bon, on va revenir au bouquin, un titre, Dieu toujours heureux en France. Et j'ai utilisé précisément, je faisais allusion à Sehnsucht nach Süden, la nostalgie du Sud ou l'envie du Sud. J'ai utilisé une formule allemande, Glücklich wie Gott in Frankreich, ce qui veut dire, vous le savez, hein, heureux comme Dieu en France. Heureux comme Dieu en France. Alors pourquoi? Alors j'ai inversé. C'était une petite allusion à ce qu'on vient de dire d'ailleurs, hein. Ça signifie heureux comme Dieu en France. Mais les Allemands ont toujours eu pour la France cette espèce de jalousie et puis en même temps cette admiration. Je ne vais pas vous parler de l'histoire et des rois de Prusse, hein, qui étaient francophones, mais qui étaient des guerriers, qui finalement, tout en parlant français, étaient des ambitieux Allemands. Et la France, pour eux, c'était le pays à la fois de la force, de l'équilibre,
de la douceur de vivre, etc., etc. Pays qu'ils n'ont jamais pu véritablement dominer. Et aujourd'hui, alors les Français, curieusement, depuis des lustres, ont parlé du couple franco-allemand. Je n'ai jamais vu dans la presse allemande une expression équivalente. Les Allemands n'ont jamais parlé de couple franco-allemand. Jamais. Jamais. Et pour la bonne et simple raison que eux, c'est l'Allemagne, un point, c'est tout. Alors, ils ont été discrets parce que c'est un peuple intelligent, ça, on peut pas le nier. Personne ne leur en laisse un. Alors, ils ont su être patients. Et là, je vois depuis quelques années les prémices de cette volonté germanique qui a toujours existé de reprendre la main sur l'Europe. Alors, bon, évidemment, quand je faisais allusion à Madame Verheyen ou à Madame von der Leyen, euh, deux Allemandes, deux Allemandes, c'est quand même un peu trouble. Quand Madame von der Leyen s'entoure de conseillers, ce sont essentiellement des Allemands. Ce sont essentiellement des Allemands. À Bruxelles, ils tiennent tout. Et certains ne parlent même pas français. C'est quand même une des langues, encore une des langues officielles de l'Union européenne. D'ailleurs, à ce sujet, parmi les arguments qui étaient, enfin, la contestation de la France, parce que tout ça, ça aboutit à une contestation de la France, qui est menée par l'Allemagne. L'affaire du siège permanent au Conseil de sécurité, que on a imaginé un moment partagé. Initialement, c'était avec l'Allemagne. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Tout à fait. Et puis, de toute façon, c'est une aberration. Là aussi, c'est une imbécilité. Comment une organisation internationale pourrait être représentée, et il faudrait avoir un siège permanent, il faudrait que les 27 pays abandonnent leur propre représentation. C'est inimaginable. L'autre chose qui a été avancée, et ça c'est une obsession de M. Macron, c'est le partage de la dissuasion nucléaire. Je ne vais pas développer l'affaire. La dissuasion nucléaire, ça ne peut être que national. C'est la protection du peuple français, du territoire français. Ça ne peut pas être un parapluie comme les États-Unis pouvaient l'imaginer, d'ailleurs, pour l'Union européenne, parce qu'eux étaient engagés massivement face à l'URSS. Mais nous, je ne vois pas je n'imagine pas que Marseille, Lyon, Bordeaux, ou à plus forte raison Paris, risquent d'être détruits parce que la Pologne aurait engagé ses forces contre la Russie. Le parapluie américain n'aurait pas sacrifié la dernière bourgade de Pelé au Kansas Bien de sûr, sauver Linus. À un moment, bien sûr. Bien sûr. Henry Kissinger ironisait énormément sur le fait que les Européens, disons, croient tout prennent tout pour argent comptant. Ben, bien sûr. Je ne pense pas que les États-Unis auraient risqué leur territoire ou leur population. Mais personne ne fait ça. Ah, bien sûr, De l'histoire des hommes, personne ne fait ça. bien sûr, bien sûr. Donc il y a, vous voyez, ça a été mené par les Allemands et suivi par quelques penseurs français, quelques politiques français. Et puis il y a toujours cette volonté de discréditer la France. À propos de la Seconde Guerre mondiale, par exemple. La Seconde Guerre mondiale, qu'on le veuille ou non dans le milieu politique, la France est sortie vainqueur de cette guerre. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle a eu ce siège permanent au Conseil de sécurité. On n'en a pas beaucoup parlé cette année, hein, le 6 juin 1944, le débarquement de Normandie. C'est Hollywood. C'est Hollywood. Mais le fait que l'on mette en valeur de la participation américaine à cette guerre, c'est une volonté européenne aussi. Parce qu'il y a cette intimité voulue entre l'Union européenne et les États-Unis. Elle est mal en point aujourd'hui, hein. Mais jusqu'à présent, c'était bien quand même ce qui se passait. Or, bon, le principal vainqueur de la Seconde Guerre mondiale, c'est quand même la Russie. Militairement, c'est évident. Elle est proche de 60 et 70% de l'effort de guerre allemand.
Mais voilà, mais bien sûr, 25 à 28 millions de morts, hein, et puis, s'il n'y avait pas eu le siège de Stalingrad, s'il n'y avait pas eu les offensives, des maréchaux russes, je ne pense pas que le débarquement de Normandie aurait eu lieu. Mais le débarquement de Normandie, ça a été une partie de la libération de la France. Le débarquement de Provence a été beaucoup plus important. Le débarquement de Provence. 100 000 Français ont débarqué. 100 000 Français, là, c'était l'armée de Lattre qui a libéré la Provence, qui est remontée par le couloir rhodanien jusqu'en Allemagne. Simultanément, vous aviez la division Leclerc qui avançait. Bon, les Américains aussi. Mais pour Plus les phares du territoire qui se sont soulevés d'elles-mêmes, et nos compatriotes corses le soulignent à intervalles réguliers qu'ils sont les grands oubliés de tout ça. Mais la Corse a été le premier département français. Bah, à l'époque, il n'y avait qu'un département libéré. Bien sûr. Libéré, hein, c'est assez extraordinaire. Et puis en Italie, s'il n'y avait pas eu la division Montsabert, les troupes du maréchal Juin, les troupes nord-africaines, enfin d'Afrique du Nord, les Goumiers, les Tabors, les tirailleurs, et puis les Spahis et donc des musulmans et les pieds noirs. Hein, le verrou du Mont Cassin n'aurait pas sauté. Kesselring a dit c'est grâce à l'effort des Français, et plus particulièrement des Tabors marocains, que nous avons été obligés de nous replier. Et Rome n'aurait pas été libérée s'il n'y avait pas eu cet effort considérable des troupes du maréchal Juin. Et après, Patton a pu monter jusqu'à Rome et au-delà. Donc là aussi, vous voyez, cette désinformation, elle sert l'Union européenne. Elle sert l'Union européenne. Totalement. Voilà. Et puis, on a parlé de ces atouts que la France a dans le monde et qui sont menacés. Vous savez, quand je vois la France, c'est 11 millions de kilomètres carrés de surface maritime. C'est la propriété de la France comme la terre. Alors, je dis, c'est le premier empire maritime au monde. Là, certains disent le deuxième. C'est faux. Les accords de Montego Bay sont régulièrement adaptés et Nous sommes passés premiers. et nous sommes absolument, absolument. Nous sommes premiers, la première puissance maritime au monde, enfin la première puissance, premier empire maritime. J'aime bien cette expression, même si elle choque, elle peut choquer quelques-uns. Eh bien, quand vous voyez ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie et l'absence de volonté de afficher, affirmer, de dire là c'est la France, et faire en sorte que le drapeau continue à flotter et que l'on laisse faire des révoltés qui sont soutenus par Des révoltés dont on est de la révolte. Hein. mais oui, mais bien sûr, mais comment dire, on a un tout petit pays qui soutient, mais derrière ce pays voisin de l'Arménie que nous soutenons, eh bien c'est la Russie. Mais pourquoi la Russie? C'est aussi la Chine. Mais pourquoi tout ça? La Russie, on le sait, hein, c'est parce qu'on emmerde la Russie en Ukraine, et la Chine, tout simplement parce qu'elle a une ambition dans le Pacifique. Elle le fait beaucoup plus discrètement, mais quand même. Donc, vous voyez, là, il y a quand même... Bon, j'avance sur du mot. Hein. Les Chinois, c'est un peuple commerçant. Hein. bien sûr. S'ils savent que le drapeau est solidement planté, ils dealeront comme ils l'ont toujours fait. Exactement, c'est tout à fait ça. Les Chinois ne sont pas des impérialistes abrutis. Absolument, ce ne sont pas des... Ils sauront se battre, ils savent se battre, ils l'ont montré, mais ce ne sont pas des guerriers. C'est pas dans leur nature. Que la réponse militaire, et pour eux, n'est pas automatique. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Je suis bien d'accord avec vous. Ils utiliseront toutes sortes de moyens, mais en Nouvelle-Calédonie, ils sont un peu loin, tout le monde, ils sont un peu loin de leur base.
Ils sont un peu loin. Mais vous savez, là, bon, on va digresser là, Oui. mais c'est un empire C'est extrêmement continental. important. Et ils sont, c'est l'opposition entre les empires terrestres et les empires maritimes. Les États-Unis sont un empire maritime. La Chine et la Russie, des empires terrestres. Les routes de la soie, elles sont essentiellement terrestres, alors que les États-Unis, qui sont en train de modifier avec Trump leur géopolitique, leur vision géopolitique, les États-Unis, eux, cherchent à contrôler tout ce qui est détroit, tout ce qui est mer, maritime. Pour ça qu'ils ont une flotte extraordinaire. Mais ils ont abandonné la politique du chaos parce elle est coûteuse, parce qu'elle n'est pas rentable. Et il y a plus une manière plus intelligente d'agir, c'est en contrôlant tous les passages obligés maritimes. C'est pour ça que Trump s'intéresse au canal de Panama. C'est pour ça qu'il a traité avec les Houthis, hein, au Yémen. C'est pour ça qu'il il cherche à éviter que la Chine occupe Taïwan. C'est pas les États-Unis se foutent éperdument que Taïwan soit indépendante. Bon, il y a deux raisons, hein. C'est d'une part les puces, mais sont extrêmement performantes, celles qui sont fabriquées à, à Taïwan. Et puis surtout, le barrage enfin, l'interdiction que Taïwan fait à, à à l'occupation de la mer de Chine par la Chine, qui deviendrait une mer fermée, une mer entièrement chinoise, et qui, Taïwan occupée, permettrait aux Chinois d'avoir immédiatement sur le Pacifique toute une, Son poste avancé de projection. toute une flotte et surtout des sous-marins qui iraient directement vers les grands fonds. Alors qu'actuellement, avec la mer de Chine, ça n'est pas possible. Donc, vous savez, le pôle, l'intérêt que Trump porte au pôle, c'est aussi ça. C'est une relation beaucoup plus rapide avec l'Asie. Le, Il sait lire une carte, lui. il sait lire une carte, bien sûr, oui, oui, il sait lire une carte. Donc, C'est un talent qui se perd. L'esprit fantaisissant. oui, oui, c'est cette opposition entre une vision continentale et une vision maritime du monde. Hein. Là, on peut revenir à Nicholas Spikeman, puis auparavant à Mackinder. C'est eux qui ont théorisé ça. Mais ça a été vu par l'amiral Rayleigh, un Britannique, et je crois que c'est très juste. Hein. Il y a une opposition. Et là, les États-Unis sont maintenant en conformité avec leur nature, ce qui n'était pas avant avec les déclenchements de guerre un peu partout, le chaos. Justement, pour vous, et nous quitterons sur cette question en général, pensez-vous que pensez-vous qu'il y ait des hommes qui comprennent, qui prennent en compte que la France est aujourd'hui très loin de sa nature et qu'elle doit se rabibocher avec elle-même? Alors, cher ami, c'est ce que je dis et répète. Et bon, dans mon milieu, je suis écouté, et puis certains partagent mon avis. Il faut regarder la carte. Vous disiez qu'il fallait que Trump regardait les cartes. Eh bien oui, la France est un isthme. La France est un isthme. Et donc, elle est allée, chaque fois qu'elle a voulu aller vers le nord, elle s'est plantée. En revanche, chaque fois qu'elle a pu aller vers le grand large, eh bien, elle a réussi. Et je disais que la France est un empire maritime. Il s'agit aujourd'hui de mettre en valeur cet empire maritime. C'est la nature de la France. C'est un pays du grand large qui a été en contradiction avec cette nature pendant des décennies. Pendant des décennies. C'est assez Ce qui nous a curieux. attachés au continent, c'est la trouille, parce qu'à chaque fois qu'on a le dos tourné, on a les boches derrière. C'est aussi simple que ça. Mais vous avez parfaitement raison. C'est pour ça qu'il faut une alliance avec la Russie. C'est pour ça qu'il faut une alliance avec la Russie, un pays continental, et nous, une puissance, une grande puissance essentiellement maritime. Et là, nous ne serons plus contrariés
par des velléités de domination en Europe. Là aussi, vous savez, tout ce qui se passe en géopolitique, c'est logique. C'est logique. Alors, un dernier point sur la lutte contre la France qui est menée par l'Union européenne et soutenue par les Allemands, hein, évidemment, et par quelques autres. C'est l'agression contre la langue française. La langue française, alors c'est assez. C'était la langue des 6, c'était la langue des 9. Et quand les Britanniques sont arrivés, évidemment, il a fallu partager avec leur langue, qui, je le rappelle, est quand même un dialecte français, hein, à l'origine. Bon, c'est vrai. Et aujourd'hui, le français est parlé non pas par 300 millions de personnes, comme certains le disent, mais je m'appuie sur les études d'Ilyes Jouari, hein, Et quelqu'un de très bien, un homme remarquable. qui est un homme remarquable, qui fait des études extrêmement poussées, pointues, notamment sur l'Afrique dans son ensemble, et l'Afrique francophone en particulier. C'est 540 millions de locuteurs. C'est la 4e langue la plus parlée au monde, et la troisième langue des affaires. C'est quand même extraordinaire que les Européens, l'Union européenne plus exactement, Bruxelles, ait récusé, ou de fait, l'utilisation de la langue française. Et nous ne disons rien. Nos gouvernants ne disent rien. Ils ont été tellement, comment dire, asservis dans leur formation par le monde anglo-saxon, que ça ne les intéresse même pas. Vous savez, les 3 derniers présidents, Sarkozy, Hollande et Macron, ont en commun cette formation de Bilderberg, des Young Leaders, hein, et de la French American Foundation. Il ne faut pas s'étonner qu'aucun d'eux ne se soit battu pour la langue française. Vous savez, il y a 2 ans... moins de groupes sociaux qui sont largement défrancisés. C'est ça qui est terrible. Mais bien sûr, je suis bien d'accord. Si vous voulez, on a très peur de la défrancisation liée à l'immigration, et Dieu sait qu'elle est terrible, personne ne la nie. Le problème, c'est que la France est dans la tenaille des défrancisés du haut et des défrancisés du bas. Mais c'est ça. Et quelles sont les plus dangereuses? Je me pose la question, hein. Mais alors, justement, Jouari fait une remarque économique en disant, si on prend tous les critères, économiques, capacité militaire, industrie spatiale, diplomatie, culture, étendue maritime, intelligence populaire, etc., la France serait la 2e ou 3e puissance mondiale. Ça m'a étonné, cette étude, et puis je me suis dit, après tout, c'est vrai, le PIB, c'est quoi? Le PIB, c'est franchement artificiel. C'est un chiffre reposant sur économie. Vous inquiétez pas, général, comme agrégat, une large partie de la doctrine est d'accord. Si vous voulez, prenez nos festifs post-PSG, en faisant ce qu'ils ont fait, parce que le diversité de la diversitaire, c'est aussi être festivalier du festivus. Eh bien, en faisant ce qu'ils ont fait, ils ont augmenté le PIB. Mais bien sûr. Ah oui, c'est totalement artificiel. Nos émeutes ont du talent. Oui. Non, mais d'un point de vue, si vous voulez, c'est choquant. Moi, j'ai fait de l'économie du développement. Si vous voulez, vous peignez la Joconde, vous augmentez le PIB. Vous la brûlez, vous augmentez le PIB. Si vous voulez, c'est le problème d'utiliser des agrégats mécanistes. Bon, je ne le dis pas avec les exemples que vous venez d'évoquer, mais de dire, mais c'est en fait ce que je dis, je récuse le PIB. Et Jouari aussi récuse le PIB fort justement. Vous savez, la puissance ne se mesure pas
niveau du PIB. Mais justement, et je finirai là-dessus, ce que j'ai beaucoup aimé dans votre livre, c'est qu'on voit comment on peut penser la puissance en français. Parce que, au-delà de tout, c'est ça qui compte, c'est-à-dire cette capacité d'extension, oui, mais qui est pas nécessairement une extension sur autrui, mais une capacité d'être qui peut nous permettre de justement de renaître. Et je souhaite à votre livre, pour cette raison, et pour d'autres, aussi pour la considération personnelle que je vous porte, le plus grand respect je lui souhaite le plus grand succès. Donc, chers amis, vous pourrez trouver le lien pour vous le procurer sous cette vidéo. Général, merci beaucoup pour votre temps. On a beaucoup balayé de sujets, et pour tout le reste, on en laisse encore quelques-uns dans le bouquin. Eh bien, je vous remercie, ça a été très agréable de faire cette émission avec vous. À très bientôt. À très bientôt. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.